Bienvenue encore une fois dans la boîte à outils photo de Champix, la chaîne YouTube qui vous parle de photos de nature, de matériel et de tests. Aujourd'hui, dans les tests, nous allons parler du IRIX 150 macro T3. Je vais vous dire ce que j'en pense, si cela vaut vraiment le coup d'investir dans ce genre d'objectif. Je vous dis tout ça après le générique. Comme énoncé lors de l'introduction, je vais donc vous parler du 150 macro ciné de IRIX. Alors, IRIX, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette marque? Eh bien, IRIX, c'est une marque suisse, autrichienne, qui fabrique des objectifs depuis quelques dizaines d'années maintenant. C'est une marque qui est très confidentielle, qui ne fait que très peu parler d'elle. Si vous allez au salon de la photo, vous allez voir un tout petit stand rikiki de rien du tout. Mais par contre, pour avoir eu déjà un de leurs objectifs, notamment le 15 mm, c'est quelque chose d'assez remarquable. Je dois dire qu'ils font du très bon matériel en règle générale. J'ai été très content de mon 15 mm tout le temps que je m'en suis servi. Nous allons voir maintenant donc le 150 macro, voir un petit peu de quoi il en retourne. Ce 150 macro, déjà pour commencer, il pèse son poids. Je peux vous garantir qu'il fait 1,185 kg pour la version Sony. C'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Par rapport à mon 180 macro de Sigma que je me servais il y a quelques années en arrière, je peux vous garantir qu'il fait bien son poids. On sent bien qu'il est monté devant l'appareil photo. Ici, je l'ai monté sur mon Sony A1 pour effectuer mes tests photos que nous allons faire tout à l'heure. À l'intérieur, nous avons 11 groupes de lentilles qui sont apparemment très bien traités. Nous verrons ça sur le terrain aussi. Il a un corps en alliage d'aluminium, donc qui est assez robuste. Il possède deux bagues crantées, une pour la mise au point et une pour la gestion de l'ouverture. Alors, le gros bémol de ces deux bagues, c'est qu'elles ne sont pas verrouillables. Et notamment la bague d'ouverture, si vous ne faites pas attention, que vous avez les doigts qui traînent quelque part par là, eh bien vous allez toucher votre ouverture sans vous en rendre compte. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure c'est important. Et pourquoi la vignette de présentation de la vidéo, je le traite un petit peu d'imposteur. Vous comprendrez ça tout à l'heure en détail. Ce sont les deux bagues qui sont ici et ici. Je vous mets les photos pour que vous voyez mieux en image. Elles sont bien crantées. Elles sont vraiment étudiées pour qu'elles soient gérées par un moteur ou de bras stabilisateurs ou de bras d'épaule. Là-dessus, cela fonctionne très bien. Les bagues sont vraiment bien crantées. Il n'y aura pas de risque de saut de passage et donc d'à-coup ou dans la mise au point ou dans la gestion d'ouverture. Il est par contre gros bémol. Et là, je dis bien gros bémol parce qu'il coûte quand même la modique somme de 1200 €. Certes, c'est un bel objectif, mais pour 1200 €, il est tout manuel. Vous n'avez aucun automatisme à votre disposition. D'où un petit peu le titre d'imposteur que je lui donne, parce que, vu qu'il est tout manuel, certes, vous avez une monture, pour ma part, en Sony FE, donc compatible à 100% avec mes montures FE. Le gros problème, c'est que vous n'avez aucun micro-contact. Donc vous n'avez pas les exifs qui apparaissent, notamment pour l'ouverture, j'entends, au niveau de l'œilleton. Vous ne savez concrètement pas à quelle ouverture vous êtes en permanence. Il faut constamment jeter un œil sur la bague d'ouverture qui se trouve ici. C'est pour cela que je le traite d'imposteur. Parce que pour 1200 €, mon Sigma 180 macro de l'époque, qui coûtait 4 à 600 € de plus, je me rappelle plus bien, mais lui avait l'avantage d'être stabilisé et d'être autofocus. Certes, il coûtait 4 à 600 € de plus, alors il avait fallu que j'achète une bague adaptatrice pour pouvoir monter sur mes boîtiers Sony. Donc là, j'avais perdu une partie des automatismes dû à la bague MC11, mais n'empêche que j'avais tous les exifs et que sous Lightroom, je pouvais importer mes profils de correction sans problème. Parce que là, autre bémol,
Sous Lightroom, vous ne trouverez pas de profil de correction optique pour IRIX 150 macro. Aussi bien la version ciné que la version photo. Puisque grosso modo, ces deux versions sont identiques. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, le groupe optique est très bien coté. C'est apparemment de très belles lentilles qui produisent une très belle image. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un sigle qui ne trompe pas, c'est ce qui est écrit ici, le T3, puisque T3 veut dire transmittance 3, ce qui, parallèlement aux objectifs photo, voudrait dire F3. Sauf que la désignation n'est pas du tout la même. Puisque la désignation F pour un objectif photo signifie la quantité de lumière que va laisser passer votre diaphragme. Alors que pour un objectif cinéma, le T, lui, signifie la quantité de lumière qui va sortir au fût de votre objectif. C'est-à-dire que le T, lui, prend en compte toutes les déperditions de lumière qui vont se produire à l'intérieur du corps de votre objectif et au final ne sortira qu'une certaine quantité de lumière rapport à celle qui est rentrée. Et bien ce T signifie ceci. C'est-à-dire que le T, lui, vous donne la quantité de lumière qui va arriver sur votre capteur. Alors, cela fonctionne pareil que pour le F, je vous rassure. Là, nous avons T3 pour l'ouverture maximale. Et pour l'ouverture minimale, nous avons T32. Donc, pour faire l'analogie un petit peu maladroite, mais pour faire une analogie quand même, nous avons F3 à F32, mais pour cet objectif, T3 à T32. Que ce soit la bague pour la gestion de l'ouverture ou pour la mise au point, elles sont assez fluides. La bague de mise au point est un tout petit peu plus dure que la bague d'ouverture. J'aurais préféré l'inverse, puisque là, l'ouverture, moi, j'aimerais quelque chose de stable et de constant. Pas d'avoir à vérifier en permanence que je suis bien resté sur T4 par exemple, ou T3. Ça, c'est un gros bémol par rapport à cet objectif. Le fait que si vous ne faites pas attention, vous allez systématiquement toucher votre ouverture sans vous en rendre compte. Et vu que vous n'avez pas à l'intérieur de votre œilleton la confirmation de l'ouverture pour laquelle vous travaillez, faites très attention à ça. Pour continuer à l'intérieur de ce groupe de lentilles, nous avons donc un diaphragme à 11 lamelles en forme de lune. Ce phénomène de lamelles en forme de demi-lune va nous apporter, si vous voulez, l'assurance, par contre lui, d'un bokeh extrêmement harmonieux et extrêmement doux. Puisque ces lamelles vont faire un cercle vraiment concentrique qui va nous apporter à coup sûr un très beau bokeh d'arrière-plan pour nos photos ou pour nos vidéos. Pour finir, par rapport au corps de cet objectif, il est entièrement tropicalisé, puisqu'il comporte à l'intérieur comme à l'extérieur de nombreux joints en caoutchouc qui viennent assurer l'étanchéité de l'objectif sur le boîtier. Autre bémol par rapport par contre à cet objectif, alors bémol en demi-teinte, puisque vous allez comprendre pourquoi, c'est le pare-soleil. Puisque vous voyez, le pare-soleil, lui, voilà, il est aimanté. Il y a 3 petits ergots à l'intérieur qui sont aimantés. Donc vous pouvez simplement le glisser comme ça sur votre objectif, trouver l'écran, tac, et voilà, il est positionné. Le petit bémol pour moi, pour cet objectif par rapport au pare-soleil, alors c'est bien parce que vu que c'est une version vidéo d'un objectif, vous allez pouvoir adapter des accessoires vidéo sur votre objectif. Donc le fait d'avoir des aimants pour venir plaquer les accessoires dessus, c'est pas trop mal, sauf que les aimants sont vraiment rikiki et comme vous pouvez le voir, je force pas beaucoup pour venir enlever et mettre mon pare-soleil. Donc ce qui veut dire que les accessoires sera pareil. Là où je voulais en venir, c'est que, vous voyez, simplement le fait d'appuyer légèrement sur votre objectif et le pare-soleil bouge. Alors, il ne bouge pas beaucoup, il revient quand même assez facilement en place, mais n'empêche que si vous ne faites pas attention, vous pouvez mettre un coup et le pare-soleil va voler de son support. L'avantage, et c'est pour ça que je mets un bémol en demi-teinte, c'est que ça peut servir de pare-choc. Puisque vous mettez un coup, c'est le pare-soleil qui vient un petit peu se déclipser de son support, il va absorber donc l'onde de choc, ça évitera de potentiellement casser le pare-soleil sur votre objectif et
peut-être à l'extrême de venir fausser un petit peu le pas de vis sur lequel était venu se fixer le pare-soleil. Pour finir un petit peu cette présentation de cet objectif, là par contre la IRIX ils n'ont pas fait très fort, hein. Je dois l'avouer que j'ai été désagréablement surpris. Le bouchon qui vient fermer le fût de l'objectif lors de son rangement dans un endroit qui vous sera propre pour le stocker. Alors là ce bouchon, je vais vous faire écouter le bruit, vous allez tout de suite comprendre le malheur. Voilà le bouchon, donc ça c'est le côté appareil photo, ça c'est le côté objectif. Voilà, je vous fais écouter. Voilà, ça grouille. Je vous laisse imaginer quand le bouchon est sur le fût de l'objectif, ça grouille autant. L'autre jour, pour la première utilisation que j'en ai faite, lorsque je l'ai sorti du carton, j'ai fait tomber le capuchon. Et c'est de là que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce délire? Enfin, c'est un truc qui coûte 5 €, grosso modo, et ça a été pensé comme mes genoux. Rien que le fait de savoir que potentiellement le bouchon peut sauter à n'importe quel moment et venir endommager la lentille qui est au niveau du capteur, enfin je veux dire quand même sans déconner, c'est dommage. Bon, parlons de choses plus agréables quand même par rapport à cet objectif, hein, puisque je l'ai acheté, donc je vais m'en servir. Ah oui, parce que la petite parenthèse dans l'histoire, hein, maintenant vous commencez pour les habitués à connaître un petit peu la chaîne, donc vous savez, tous les tests que je fais, que ce soit appareil photo ou objectif, ça sort tout de ma poche. Hein. Donc inutile de vous dire que, comme vous venez de le voir, s'il y a quelque chose qui me gonfle sur un objectif ou sur un appareil photo, je ne vais pas me gêner pour le dire. Hein. C'est clair, qu'on soit bien d'accord. J'achète le matériel, donc je dis ce que j'en pense. Alors, si des fois des marques me contacteraient ultérieurement pour tester du matériel, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que j'ai été contacté par des marques que je ne vais pas dire ce que je pense de leur matos. Hein. Là-dessus, je vais être intraitable. J'ai commencé comme ça avec vous. Je vais pas me radoucir parce que j'ai été contacté par des marques pour leur dire « Ouais, c'est super votre matos. Ah, mais vous m'avez même fourni le petit résumé à dire. » Vous inquiétez pas, je vais bien réciter par cœur votre leçon. Non, non, c'est pas le but de la chaîne, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, cet objectif, pour de la macro, puisque c'est son but, nous avons une distance minimale de mise au point de 35 cm. Ce qui n'est pas si mal. Alors 35 cm à partir du capteur, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ce qui veut dire que 35 cm, nous serons quelque part par là. Vous voyez, c'est quand même très très proche. C'est ce qui m'intéresse moi dans les 150. Mais je suis déçu au jour d'aujourd'hui de ne plus trouver de 180 où que ce soit. C'est plus du 150 au mieux. Et le commun des mortels maintenant c'est 100 mm. Et moi 100 mm c'est pas mon œil, c'est pas ma vision de la macro. J'ai énormément de mal. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Donc maintenant ce que je vous propose, ben, c'est de faire un petit peu le tour de tout le patouillat pour voir un petit peu en application sur le terrain ce que nous pouvons tirer de ce 150 macro de chez IRIX et voir un petit peu le ressenti et les photos que cela va nous donner. On va se balader? Allez, première petite série de photos. Donc là il y a un petit peu de lichen. On va essayer de voir un petit peu avec le soleil déjà en arrière-plan, voir ce que cela donne. Et puis lorsque nous aurons fini notre balade sur le terrain, et ben, nous reviendrons du côté technique pour voir un petit peu l'aspect technique de cet objectif, voir ses distorsions, voir s'il y a de la diffraction, voir s'il y a des aberrations chromatiques. Comme d'habitude, nous allons refaire un point, tout ça de manière technique un peu plus poussée en fin de vidéo. Allez, c'est parti, un petit peu de macro. Autre bizarrerie de chez IRIX, puisque j'enlève le capuchon pour prendre des photos. Regardez, il n'y a rien qui vous gêne. Ouais, le bouchon de l'objectif est rond. C'est pareil, il est rond. Alors, comment vous dire que si vous ne faites pas attention, vous mettez votre bouchon sur votre objectif, que vous posez votre objectif comme ça sur la table. Alors, j'ose espérer que vous aurez enlevé au moins le boîtier dessus. Mais si vous le posez comme ça, au pire, avec le pare-soleil, tant mieux, parce que ça va le tenir. Mais si vous enlevez le pare-soleil, c'est un vrai cul de buteau. Donc attention, je comprends pas. Là, les ingénieurs de chez IRIX, il va falloir m'expliquer pourquoi. Sans déconner.
Ceci dit, une chose qui est par contre très bien pensée, comme vous pouvez le voir, il y a un petit collier de pied là. Et ici, on a un décroché par rapport au pare-soleil. Alors comme sur tous les pare-soleil évidemment, hein. Mais ici, comme vous pouvez le voir, il vient très bien s'emboîter au niveau du collier de pied. Là, c'est, moi je dis bravo. Bravo aux ingénieurs qui ont pensé à ça, parce qu'il fallait y penser un petit peu. Mais alors par contre, par rapport aux deux bouchons des extrémités, qu'est-ce qui vous a pris les ingénieurs, sans déconner? Allez, faisons des photos. Faisons. Allez, sur le terrain, on va faire des photos. Alors, on galère un petit peu pour mettre le pare-soleil quand même. Il faut trouver le bon cran et la bonne position. Alors, on va se mettre donc au minimal de mise au point, donc 35 cm. Donc là, j'ai le soleil qui donne en plein contre-jour par rapport à tout ce qui est aberration chromatique et diffraction. On ne devrait pas être mal. Maintenant, je vais regarder si j'ai un petit peu de flair qui apparaît, ce qui n'est pas négligeable non plus de le savoir. Nous allons voir ça. Effectivement, j'ai un tout petit peu de flair qui apparaît en plein contre-jour. Hein. C'est pas grand-chose, hein, mais il est présent. Hein. J'ai quelques petites taches, vous verrez, je vous mettrai une photo. J'ai quelques petites taches qui apparaissent. C'est pas trop dérangeant par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres objectifs. Là, je dirais que c'est gérable. Là, je vous ai mis une photo où j'ai fermé à f8 environ. Vous verrez sur le bas gauche de la photo, il y a une petite traînée de flair. Hein. Vous verrez par vous-même, c'est pas significatif, mais elle est bien là. Hein. Ça peut, sur certaines photos, je pense que ça peut poser souci quand même. On bouge, on va voir plus loin. Alors là, les premiers retours que j'ai eu par rapport à l'utilisation de ces deux bagues, hein, donc la bague de mise au point et la bague d'ouverture, au final, ça se passe bien. Effectivement, il faut vraiment faire très attention à ne pas toucher l'une de ces deux bagues. Je dirais même que, bon, avec ma pratique photographique macro, j'ai tendance à pré-régler l'ouverture que je veux pour mes photos et qui va être un petit peu différente en fonction du thème que je veux photographier ou de l'envie artistique entre guillemets que je vais avoir envie d'influencer sur mes photos du jour. Là, si vous voulez, voilà, je fais attention, je gère bien l'appréhension par rapport à l'utilisation de ces deux bagues. Et franchement, là, depuis tout à l'heure que je fais des photos, ça se passe pas trop mal. Il y a une ou deux fois où effectivement j'avais touché la bague, mais voilà, si je fais attention, si on fait rigoureusement attention où on met les doigts, il n'y a pas de souci, ça passe bien. Alors là, vous verrez, je vous ai mis deux photos, une à f5.6, une à f16. Oui, c'est ça, f16. Pour vous montrer un petit peu le bokeh que peut procurer cet objectif. Par rapport au bokeh, je suis assez impressionné parce que à Map Mini, donc mise au point minimum, on a un bokeh qui est complètement flouté jusqu'à f5.6, un map minimum donc. Et je suis impressionné parce que j'avais jamais vraiment eu cette sensation avec les autres objectifs macro que j'ai eu. C'est vraiment... il a fallu que je monte à f16 pour avoir retrouvé une sensation d'arrière-plan. C'est quand même assez impressionnant. Là, je suis vraiment bluffé par rapport à ça. Bon, par contre, f16, au niveau de l'apport de lumière, là, c'est une catastrophe. Hein. J'ai dû monter à 2000 ISO pour obtenir la même chose qu'à f3, qu'à T3, pardon. Ce qui est normal, vous allez me dire, mais n'empêche que ça commence à piquer au niveau lumière. Hein. Par contre, depuis le temps que je n'avais pas eu à l'œil un 150 ou un 180 macro, je peux vous assurer que la profondeur de champ à T3 est quand même assez restreinte. Hein. Attention, c'est de l'ordre du millimètre, voire même inférieur si on continue de se rapprocher. Hein. Si on est vraiment à Map Mini, on est en dessous du millimètre de profondeur de champ. Donc prenez bien ça en considération, attention à la profondeur de champ. Pour les adeptes du photostacking, eh bien, il faudra faire du stack pour pouvoir avoir une profondeur de champ qui va dépasser le millimètre pour avoir un petit peu un ordre d'idée supérieur sur votre photo au niveau gestion de la profondeur de champ et gestion de la zone de netteté, bien évidemment. Alors là, je vous fais donc une photo à T16 et je suis en train de vous en faire une à T5.6.
Eh ben, je peux vous garantir que de ne pas avoir fait de macro depuis un certain temps, ça bleu-blotte dur. Hein. Va falloir que je me mette ou au blanc ou que je me remette à faire sérieusement de la macro pour pouvoir me stabiliser un petit peu au niveau du tremblement manuel. Hein. J'ai tout l'hiver pour pouvoir être au top pour les premiers papillons du mois de février. Fin février, début mars, qui sont les aurores. Alors nous sommes d'accord que là les photos que je vous fais, c'est pas de l'artistique, hein, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que peut rendre des photos avec ce 150 ciné macro. L'artistique, ce sera pour le printemps avec les papillons. Revenons-en, si vous voulez bien, d'un point de vue pur technique au niveau de cet objectif. Alors, lors de mes tests en labo, en studio si vous préférez, avec ma mire, je vais vous mettre les photos au fur et à mesure que je vais vous indiquer un petit peu de quoi il en retourne. Au niveau des distorsions, je ne peux pas dire que les distorsions soient flagrantes. Un léger coussinet, peut-être. J'ai rien vu qui me gênait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Lightroom, il n'y a aucun profil de correction optique de cet objectif. Donc heureusement. Au niveau du vignettage, bien écoutez, il y a un très léger vignettage. Bien entendu, dans les angles des photos. Hein, quelque chose de très peu significatif, hein, j'ai rien vu quelque chose qui me dérangeait là non plus. Donc au niveau du flair, il y a une légère présence du flair. Au niveau des aberrations chromatiques, j'ai rien vu d'exceptionnel. Donc par contre là je regarderai un petit peu sur l'ordinateur et j'essaierai de faire des agrandissements au niveau notamment du lichen tout à l'heure pour voir un petit peu à ce niveau-là s'il y a présence d'aberrations chromatiques. Mais à l'œil nu comme ça, j'ai rien vu qui me dérangeait. En conclusion, que peut-on dire? On peut dire que c'est un super objectif. Puisque là, le peu que j'ai fait sur le terrain, dont vous avez vu les photos, j'en suis assez content. Hein, c'est quelque chose qui est remarquable. Hein, il tire bien son épingle du jeu au niveau optique. Il procure de belles sensations. J'ai hâte d'être à ce printemps pour voir un petit peu au niveau des papillons ce que cela peut donner. Et puis un petit peu ce que je vais pouvoir arriver à en faire ressortir. Par contre, au niveau tarif, 1200 € environ. Là... je vous avoue que je me suis laissé tenter parce que j'ai vu que c'était une monture FE. Donc je me suis dit, super, j'ai pas besoin d'acheter de bague pour monter sur mon Sony. Donc je vais économiser un petit peu à ce niveau-là, même si par rapport à l'objectif standard pour les photos qui est de l'ordre de 5 à 600 € à peine, plus la MC11, j'étais grosso modo à 900 €. J'aurais pu gagner 300 €. Je me suis dit, avoir une monture FE directement sur l'objectif sans passer par un intermédiaire, c'est que du bonus. Bah, ça justifie pas les moyens, sachant que il est tout manuel, qu'il n'y a aucun automatisme, qu'on ne récupère pas les exifs. Alors attention, j'attire bien votre attention là-dessus. Nous ne récupérons pas les exifs de nos photos, hormis les exifs boîtiers évidemment. Hein. Mais l'ouverture, elle, est perdue. C'est-à-dire que si vous n'avez pas noté dans un coin de votre petite tête, comme la mienne, quelle ouverture à quelle photo, eh bien c'est mort, vous n'aurez aucun retour en arrière pour récupérer vos exifs. Hein. Sachez-le, c'est important. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de micro-contact par rapport à une gestion éventuelle de quoi que ce soit dans l'objectif, donc là c'est perdu. Pour 1200 €, je trouve que c'est un petit peu excessif. Ok, il a un super bloc optique. Ok, il a un super bokeh. Ok, il est beau. Mais perso, il vaut pas 1200 €. 1000, je dis pas. Mais 1200, non. Alors, certains vont me dire, ouais, mais les écritures au laser, avec réflectance UV dans la nuit, c'est vachement important. C'est important pour qui? Pour les vidéastes qui font du nocturne, en macro. Alors déjà qu'en pleine journée, quand on est à F11, F8, on manque de lumière. Alors faire de la macro de nuit, là faut qu'on m'explique. Bref, ça n'engage que moi encore une fois. Je reste donc un petit peu perplexe quant à cet objectif. Hein. Nous verrons plus en détail au cours de son utilisation dans les mois à venir et notamment au printemps, un petit peu voir ce qui vaut vraiment. Si je le garde ou si encore une fois j'ai acheté un truc que je vais revendre et que je vais encore perdre des sous dessus. Autant vous dire que ma liberté d'expression par rapport aux objectifs n'a le prix que de ce que je perds quand j'achète mes objectifs et que je les revends. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Eh bien écoutez, pour ma part, nous allons en rester là pour cette vidéo. J'espère encore une fois que je vous aurai éclairé sur certains points, notamment évidemment au sujet de l'Irix.
Si vous ne connaissez pas IRIX, je vous invite à aller voir leur site internet. Ils ont très peu de produits photographiques, mais par contre, hormis celui-ci où je reste perplexe, le 15 mm ou le 14, je sais plus, que j'avais acheté chez eux il y a quelques années en arrière, j'en étais super satisfait. J'ai un contact photographique sur Lyon qui ne jure que par son IRIX 14 mm, je crois. Stéphane, si tu me regardes, salut. Donc, vous voyez, IRIX n'a pas à rougir, par contre, de ses qualités optiques et de ses optiques. Hein. Ça, que ce soit bien clair, c'est pas parce que IRIX est une marque qui est un petit peu confidentielle et un petit peu en marge du monde photographique qu'il faut l'ignorer et qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. Je trouve que IRIX ont des très bons produits et je vais continuer un petit peu à suivre leur évolution et à suivre leurs objectifs. Pour tout vous dire, j'ai même regardé pour réacquérir un 14 mm ou un 15 mm IRIX. Mais là, encore une fois, ils font pas de monture FE, donc ça me saoule. Ça me saoule de devoir systématiquement repasser par une bague MC11. Bref, l'avantage, c'est que j'aurai des exifs sur mes photos si je prenais cette bague MC11. Après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Sur ce, faites des photos, faites-vous plaisir, à bientôt!